Thomas et bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de la certification B Corp et on aura Stéphane avec nous qui pourra nous apporter son retour d'expérience après avoir rempli le fameux BIA dont on va discuter. Donc, l'idée au cours de ce webinaire, déjà, on va se présenter avec Stéphane et présenter rapidement nos deux sociétés. Ensuite, on présentera la certification B Corp. Qu'est-ce que cette certification? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi se tourner vers cette certification quand on est une entreprise qui veut démontrer son engagement RSE? Pourquoi également se faire accompagner par un cabinet de conseil spécialisé sur les sujets RSE. Et on vous montrera dans une dernière partie la méthodologie d'accompagnement qu'on propose pour vous aider à passer cette fameuse certification B Corp. Alors, vous allez le voir au long du PPT, juste pour préciser, il y a quelques ressources qui sont issues de la communauté B Corp. Donc, vous allez voir des slides directement prises chez la communauté B Corp France. Et donc, allons-y, on va commencer par se présenter. Donc, je vais présenter assez rapidement Ecodev parce qu'on a certains habitués, je crois, qui ont l'habitude de participer à nos webinaires. Donc je vais être assez rapide. Donc, Ecodev, on a un cabinet de conseil spécialisé sur les sujets du développement durable. Ça fait maintenant plus de 12 ans qu'on existe. On a été créé en 2009 par 3 directeurs associés. On a aujourd'hui 40 collaborateurs avec plus de 1100 clients que l'on a pu accompagner à travers nos différentes missions de conseil. On s'est doté il y a quelques années maintenant d'une raison d'être qui nous tient à cœur et qui est la suivante. Vous la voyez juste ici. Notre raison d'être, c'est éveiller ou réveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. On a aussi accompagné cette raison d'être d'une stratégie RSE qu'on a pu définir également il y a 2 ans. Et donc, c'est important de le préciser puisqu'on va aussi parler stratégie RSE aujourd'hui. Juste pour information, Ecodev, on a implanté sur plusieurs coins du territoire. On a notre plus grosse agence qui se base à Paris. On a une agence à Marseille et 2 autres agences à Nantes et à Lille. On a différents métiers et on a différents pôles d'expertise. Aujourd'hui, vous allez le voir, on va se concentrer sur le pôle d'expertise qui va concerner les sujets de la RSE. Et pour ma part, d'ailleurs, je suis consultante RSE. Je travaille sur ce pôle. On a plusieurs métiers. On a un métier lié au conseil stratégique et donc là, notamment le conseil stratégique en RSE. Donc, on accompagne les entreprises à transformer leur business model pour prendre plus en considération justement les enjeux sociaux et environnementaux. On a un métier lié à la mesure d'impact où là, on va plus avoir de l'expertise autour des sujets liés au climat et à l'énergie, autour de la mobilité, de la biodiversité, où on va venir mesurer les impacts, par exemple, environnementaux d'une entreprise, les impacts carbone, par exemple, d'une entreprise, et ensuite mettre en place un plan d'action pour diminuer cet impact sur l'écosystème de l'entreprise. Et derrière cette mesure d'impact, derrière toute cette phase aussi de conseil stratégique, on va accompagner les entreprises à déployer de manière opérationnelle, de manière concrète, les actions que l'on leur a préconisées. Et on a également une agence de communication, et d'ailleurs qui est dirigée par Thomas, et qui va accompagner les entreprises dans leur démarche de sensibilisation et de communication, et donc des gros sujets autour de la conduite du changement, notamment des collaborateurs. Et maintenant qu'on a présenté Ecodev, je vais laisser Stéphane prendre la parole pour nous présenter la société Olson. Très bien. Donc Olson, on est une société française, donc dans le secteur des flottes automobiles, puisqu'on gère des flottes automobiles et on les conseille. Et la raison d'être d'Olson, c'était lors de la création d'Olson, c'était d'accompagner les entreprises dans la préparation de la transition énergétique, puisqu'il y a 5 ans, on en parlait, mais ce n'était pas encore une évidence qu'il allait y avoir un mur pour les entreprises, puisqu'il fallait schématiquement quitter le diesel pour faire autre chose du fait de la réglementation et des contraintes. Et donc, on a créé différentes activités autour de ça. On fait des missions de conseil où on va
à la fois accompagner la transition énergétique tout en maîtrisant les coûts, parce que dans les entreprises de la flotte automobile, c'est aussi un poste important de coûts. Et donc, on fait des missions sur le sujet. On gère des flottes. Donc, on a ce deuxième métier qui est de faire la gestion de parc au quotidien, la gestion de parc opérationnel. Et pour ça, on utilise un logiciel aussi qu'on distribue. Et enfin, on fait de la formation autour des thèmes de la gestion de parc et de la transition énergétique. Olson, on est une quinzaine aujourd'hui. Donc, la société connaît une forte croissance. Il y a 15 personnes. On a ouvert un site en Normandie il y a un peu plus d'1 an maintenant, où il y a 10 personnes. Et ça fait partie de notre stratégie de développement de s'implanter en Seine-Maritime. Et le chiffre d'affaires, c'est 1,2 million. Donc, vous voyez sur la droite une croissance très forte qui continue. Évidemment, on est dans une activité qui est porteuse liée à notre activité, aux contraintes qui pèsent sur les entreprises. Voilà. Et moi, je m'occupe, alors juste, j'ai oublié de me présenter, mais moi, je m'occupe de la partie conseil chez Olson. Et avant, j'ai travaillé pour un Louvre Automobile, pour KPMG, et puis dans le conseil qui était principalement sur l'optimisation des coûts pendant une dizaine d'années sur les flottes automobiles, et qui maintenant est plutôt un axe de transition énergétique que d'optimisation des coûts. Parfait. Merci beaucoup Stéphane. Donc pour information, pourquoi on a convié Stéphane aujourd'hui, c'est parce que Ecodev a pu accompagner Olson sur d'ailleurs différentes missions. On a pu vous accompagner dans l'élaboration de votre stratégie RSE et ce projet d'élaboration de stratégie RSE a été couplé à l'accompagnement vers la certification B Corp justement, et donc c'est tout le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, on vous accompagne aussi en parallèle sur l'élaboration de votre bilan carbone. Donc, on se connaît bien et c'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire ensemble aujourd'hui. Donc, on va présenter le mouvement B Corp dans un premier temps. Qu'est-ce que cette certification? D'où elle vient? Hop, donc, B Corp a été établi aux États-Unis, puis petit à petit s'est implanté dans différents pays et s'est notamment implanté il y a quelques années en France. Aujourd'hui, il faut savoir que B Corp est présent dans 77 pays. Il y a plus de 4000 entreprises à travers le monde qui sont certifiées B Corp. Et en France, il y a 170 environ entreprises qui sont à l'heure actuelle certifiées B Corp, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont en cours de certification. L'objectif premier de la certification B Corp, c'est d'opérer une transition, une transformation de l'économie. L'idée de B Corp, c'est vraiment de passer d'une économie actionnariale qu'on a connue pendant plusieurs décennies, une économie qui se dit court-termiste, qui se dit plutôt exclusive, à une économie plus partenariale, une économie accessible à tous, une économie avec une vision plus long terme et une économie plus inclusive. Donc, le mouvement B Corp est né et a pour objectif d'opérer un changement systémique au sein des organisations. Et pour cela, B Corp met plusieurs choses en œuvre. Déjà, le B Impact Assessment que vous voyez s'afficher sur la slide, ça, on va en reparler en détail parce que c'est le gros morceau en fait de la certification. C'est vraiment l'outil qui va venir mesurer l'engagement des entreprises qui veulent être certifiées B Corp. Cet outil, à savoir qu'il est aujourd'hui accessible gratuitement, donc toutes les entreprises peuvent créer un compte B Corp et avoir accès à cet outil et mesurer leur niveau d'impact. Donc déjà, cet outil va permettre aux entreprises de faire un premier pas vers la transition. Et après, une fois la certification obtenue, B Corp, en tant qu'entreprise, en fait, on va avoir accès à une communauté d'entreprises engagées. Et ça, c'est aussi un pas vers la transformation, vers le partage de bonnes pratiques. Et l'idée de B Corp, derrière, c'est aussi de soutenir les entreprises engagées à travers cette communauté, à essayer aussi de sensibiliser leurs collaborateurs, de sensibiliser leurs investisseurs, de sensibiliser leurs partenaires à cette certification dans un premier temps, mais de manière plus générale à cette transformation, cette transition dont je vous parlais.
Donc, Bicorp est international et au niveau de la France, la gouvernance est au niveau de Bilab France, qui est une ONG. Donc, qu'est-ce que le label Bicorp, plus précisément? Le label Bicorp, vous le voyez ici, est à une organisation ce que les labels, par exemple Fairtrade ou organique, sont à un produit. Donc, Bicorp va venir labelliser une entreprise. Elle va venir labelliser dans un premier temps la performance globale de l'entreprise, mais aussi son modèle d'affaires et sa raison d'être. On va le voir plus en détail juste après. Le label Bicorp va venir récompenser les entreprises pionnières qui ont une performance sociétale et environnementale élevée. C'est une certification exigeante et qui va aussi demander aux entreprises d'être transparentes sur leurs impacts. C'est aussi intéressant de mettre cette labellisation Bicorp en parallèle avec la démarche d'entreprise à mission, ce fameux statut d'entreprise à mission qui a été créé par la loi Pacte de 2019. Ces deux démarches sont assez complémentaires, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Effectivement, elles ont ce même objectif de transformation de l'entreprise, cette même ambition de mutation économique. Et en fait, Bicorp va pouvoir proposer un outil de mesure et de gestion d'impact qui va pouvoir aider les entreprises dans leur choix de devenir entreprise à mission et dans la définition de leurs engagements et de leurs objectifs suite à leur changement de statut. Et donc, c'est tout un cheminement qui est assez complémentaire justement pour définir le rôle de l'entreprise dans son écosystème, le rôle de l'entreprise, son rôle sociétal, son rôle environnemental à travers son activité. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit pas mal d'entreprises qui justement décident de mettre en parallèle les deux démarches. Donc, pour résumer, la certification Bicorp, c'est une certification qui va mesurer les différents impacts environnementaux, sociétaux, socio-économiques d'une entreprise à travers ce fameux BIA, Impact Assessment. Donc, les entreprises qui s'engagent vont voir leur activité, leur performance mesurée sur les 3 piliers. Vous avez déjà le premier qui va concerner cette évaluation dont je vous parlais, qui est exigeante sur des critères sociétaux environnementaux. L'idée, c'est que les entreprises, pour être certifiées, doivent avoir un score qui est supérieur à 80, sachant que l'évaluation complète peut aller jusqu'à 200 points. Sachant que en fait, le questionnaire s'adapte à la taille de l'entreprise et s'adapte à l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire que selon l'entreprise, vous pouvez avoir 100 questions, 150 questions ou 200 questions. Mais en tout cas, vous avez 200 points maximum à obtenir sur cette certification. Ensuite, vous avez un autre point qui est assez important dans la certification Bicorp, c'est le changement de statut. Quand vous remplissez le B-Impact Assessment et ensuite avant le passage de l'audit, vous devez modifier les statuts en incluant déjà une raison d'être qui est Bicorp, qui vous est donnée, qui est déjà définie. Et vous avez également la possibilité d'inclure une raison d'être personnalisée dans vos statuts d'entreprise. Et encore une fois, on peut faire le pont justement avec cette fameuse démarche de société à mission. Et un dernier point, une fois que l'entreprise est certifiée, le score est affiché sur le site internet Bicorp et vous avez accès à un rapport de transparence publique. Donc, encore une fois, ce sont des informations qui sont transparentes au sein de la communauté Bicorp, mais pas que. Et donc, on va parler plus précisément et Stéphane va nous en dire un petit peu plus sur ce fameux BIA. Donc, ce questionnaire d'évaluation, comme je vous l'ai dit, est accessible gratuitement. Aujourd'hui, Bicorp estime qu'il y a 11 nouvelles sessions BIA par jour qui sont ouvertes en France depuis 2020. Donc, vous voyez bien l'essor assez important de cette certification Bicorp. De plus en plus d'entreprises se tournent vers cette certification et tentent de remplir le BIA. Sachant que certaines d'entre elles vont le remplir juste pour avoir une vision de ce que représente cette certification et du score potentiel qu'elles peuvent avoir, et d'autres vont vraiment aller jusqu'au bout, comme Olson l'a fait, pour justement obtenir la certification Bicorp. Alors, oui, c'est vrai que nous, on l'avait d'abord rempli. Alors moi, quand j'ai créé la société, je connaissais déjà Bicorp, donc c'était il y a 5 ans.
Mais assez vite, je me suis demandé si j'avais envie de rentrer dans ce type de démarche. Mais la première fois que j'ai ouvert le BIA, c'est vrai que j'ai plutôt eu peur en l'ouvrant parce que on a tout un tas de domaines auxquels on n'est pas forcément préparé, avec un vocabulaire, avec des thèmes de réglementation et des questions qui sont pas toujours faites pour le contexte français. Donc, il faut savoir interpréter dans un cadre réglementaire dans lequel le questionnaire n'a pas été créé. Donc, quand je l'ai fait la première fois, je suis pas allé au bout. Et puis là, on est allé au bout, mais parce qu'on était à la fois plus mature et aussi parce qu'on a eu de l'aide sur la compréhension. Exactement. Savoir que c'est vrai que de prime abord, c'est un questionnaire qui est quand même assez complexe. D'où peut-être aussi le temps de réflexion nécessaire avant de valider le BIA. Et donc, effectivement, ce BIA, si on y regarde de plus près, il va venir mesurer plusieurs choses, enfin 2 choses particulièrement. Il va venir mesurer l'impact opérationnel de l'entreprise sur les différentes thématiques que vous voyez s'afficher juste ici, donc sur la thématique gouvernance, sur la thématique collaborateur, la thématique client, la thématique environnementale et la thématique collectivité. Donc, ce sont les 5 thématiques du BIA. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le BIA va venir mesurer le modèle d'affaires à impact, ou le IBM en anglais, Impact Business Model. Et donc, c'est 2 choses différentes. Donc, on va avoir dans un premier temps l'impact opérationnel où le BIA va venir mesurer les pratiques qui sont mises en œuvre dans l'entreprise, qui va venir mesurer les indicateurs, les objectifs qui peuvent être mis en œuvre dans l'entreprise. Par exemple, le BIA va demander des chiffres assez concrets, va demander des objectifs quantifiés. J'ai un exemple en tête qui est par exemple le pourcentage d'émissions compensées. On va vous demander votre consommation d'énergie en kilowattheure, donc vraiment des indicateurs RSE qui sont suivis par l'entreprise. Le BIA va aussi venir mesurer le respect de la réglementation par l'entreprise. Et là, on va venir regarder plus des sujets en lien avec l'éthique. Par exemple, est-ce que l'entreprise a un code éthique ? Et d'autres sujets réglementaires. Je pense par exemple à certains sujets autour de la parentalité, des congés maternité, des congés paternité, qui sont des questions dans la thématique collaborateur. Et on va venir aussi valoriser l'impact réel des pratiques qui existent à travers justement ces fameux indicateurs. Et le modèle d'affaires, lui, va plutôt venir regarder, et Stéphane pourra nous en dire plus juste après là-dessus, comment votre modèle d'affaires va avoir un impact positif sur votre écosystème, sur l'environnement, sur vos parties prenantes, sur vos clients. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est aussi ce qui va pouvoir démarquer la labellisation B Corp. Donc, on va revenir en détail justement sur ce IBM juste après. Avant toute chose, je voudrais parler du questionnaire de divulgation. Quand vous remplissez le BIA en parallèle, vous devez remplir ce questionnaire de divulgation. Et en fait, c'est pour regarder si votre entreprise opère dans un secteur controversé. Et si c'est le cas, vous allez avoir une analyse complémentaire de B Corp pour voir si votre secteur est éligible à la certification B Corp. S'il l'est et que vous évoluez dans un secteur controversé, vous pouvez avoir des exigences un petit peu plus particulières dans le passage de cette certification B Corp. Donc ça concerne vraiment quelques industries sensibles qui doivent remplir tout le monde doit remplir ce questionnaire, mais il y a des exigences supplémentaires pour certains secteurs d'activité. Et donc, je reviens sur les différentes thématiques assez rapidement. Vous les voyez se dessiner juste ici sur cette slide. Donc, les 5 thématiques B Corp, et vous avez des sous-thématiques dans lesquelles vous allez avoir différents types de questions. Donc, si je prends par exemple la thématique collaborateur, vous allez avoir des questions autour de la rémunération, des questions autour de la santé et du bien-être, des questions autour de la formation et des questions autour de l'engagement et de la satisfaction. Donc, ce sont les sous-thématiques B Corp et c'est reproduit sur la gouvernance, la collectivité, l'environnement et les questions relatives aux clients.
Et ici, vous avez les différents impacts liés au modèle d'affaires. Et là, peut-être que pour illustrer, Stéphane, tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement les impacts d'Olson liés à votre modèle Oui, d'affaires. Olson, donc nous, notre entreprise, elle a finalement un impact environnemental relativement faible si on considère son activité parce qu'on fait essentiellement de la prestation intellectuelle. Et donc, notre empreinte carbone, on l'a mesurée, mais elle est relativement faible. Et en plus, on est dans un pays où la réglementation fait que globalement, on a déjà pas mal de règles à suivre. Par contre, nous, on considère qu'on a un impact beaucoup plus fort sur nos clients, notre vocation, c'est de les accompagner dans la transition énergétique de leur flotte automobile et donc de réduire à la fois potentiellement le nombre de véhicules, le nombre de kilomètres parcourus, et puis de permettre une transition énergétique sur deux axes, d'un point de vue sanitaire en quittant le diesel, et puis d'un point de vue environnemental, dérèglement climatique, en quittant les énergies carbonées pour aller vers de l'électrique. Et donc, ce qu'on a considéré, nous, c'est que notre modèle d'affaires, il doit être dans cet impact, c'est de mesurer comment on accompagne nos clients dans le fait d'avoir des pratiques plus vertueuses et d'aller dans un modèle plus vertueux. Et donc, on va mesurer l'empreinte carbone des flottes de nos clients en mesurant typiquement quel est le grammage moyen des véhicules mis à la route, quelle est la part de diesel versus essence et comment ça évolue dans le temps. Et donc, on a créé un outil de mesure. Donc, on a un logiciel qui nous permet de le faire, mais on va extraire tous nos clients et analyser leurs données sur cette base-là pour pouvoir construire un indicateur qui montre comment ça fonctionne. Exactement. Et du coup, si on y regarde de plus près, votre modèle d'affaires à impact chez Olson répond à la thématique client surtout et à l'aide à l'amélioration de l'impact chez vos clients. Oui. C'est effectivement, c'est sur nos clients qu'on considère qu'on a un impact. Et c'est effectivement ce que nos clients viennent chercher chez nous, donc c'est très cohérent. Exactement. Et donc, en fonction justement de ce fameux modèle d'affaires à impact, vous avez des questions différentes selon l'activité de l'entreprise, selon son business model, selon le besoin ou l'impact auquel l'entreprise répond. Et donc, c'est pour ça, là, vous avez différents bullet points sur différentes thématiques selon les différents modèles d'affaires existants. Et donc, ça, c'est aussi un des critères qui va venir un petit peu démarquer la fameuse certification B Corp de par la mesure du business model, de l'impact de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de toutes les certifications qui vont se limiter pour certaines aux différents impacts opérationnels de l'entreprise, mais ne vont pas forcément aller regarder quels sont les impacts de l'activité de l'entreprise en dehors sur son écosystème, ce que fait B Corp. Et donc, quelques chiffres clés pour poursuivre concernant la certification B Corp. Alors, ça va peut-être répondre à quelques questions qui sont déjà posées dans le chat. Aujourd'hui, le score moyen des entreprises ayant terminé le BIS se situe aux alentours de 55. Alors que, comme je vous l'ai dit, il faut obtenir un score minimum de 80. Le score moyen des B Corp françaises, lui, est de 91. C'est plutôt un bon score qui se situe près de la moyenne du score moyen international. Le score le plus élevé d'une B Corp française est de 133. On estime, et je crois que je l'ai déjà cité tout à l'heure, qu'il y a près de 11 nouvelles sessions BIA créées par jour en France et qu'il y a près de 3 dépôts de dossiers BIA par semaine en France en 2020, donc c'est-à-dire 3 validations par semaine. Et le taux de réussite des entreprises à l'audit est de 50%, ce qui montre aussi que c'est un label qui est assez exigeant. Donc, on reviendra aussi après sur le processus de certification et justement ce potentiel laps de temps, parce que je vois des questions sur le timing et la longueur de la certification. Donc ça, je vais en dire quelques mots juste après. Et donc, pourquoi choisir B Corp? Stéphane, je pense que tu peux déjà nous donner quelques informations sur pourquoi vous êtes tourné vers cette certification B Corp.
Alors, c'est vrai on a choisi Bicorp déjà parce qu'on avait une image très sérieuse du label, très ambitieuse, et qui correspondait à nos convictions parce qu'on voit qu'il y a une communauté qui est animée aussi par ce label et que les entreprises qui en font partie sont aussi parmi les plus performantes de leur secteur. On a aussi choisi ça parce qu'on voulait être faire une certification, mais qui correspondait aussi, qui n'allait pas nous contraindre dans notre activité. C'est-à-dire qu'on voulait quelque chose qui n'était pas opposé à développer une activité, à être en croissance, être rentable. C'est aussi des choses qui ne sont pas, j'allais dire incompatibles, mais au contraire, qui sont valorisées par Bicorp, puisque est étudiée aussi la santé financière de l'entreprise au cours de la certification. Donc ça, c'était important pour nous aussi. Et puis après, c'était la cohérence, le fait d'être ambitieux sur la RSE, c'est pas incompatible avec faire de la croissance, de la rentabilité, c'est ce que je disais. On avait besoin de quelque chose d'ambitieux, puisque nous, on est une société en croissance, on accompagne des PME, des ETI, mais aussi de grandes sociétés, ça va jusqu'au CAC 40 et puis aussi du secteur public. Et ces clients-là nous demandent aussi d'apporter des preuves, ont besoin d'être rassurés sur le fait que quand elles choisissent un fournisseur comme Olson, elles font un choix vertueux, respectueux, et donc le label apporte ça aussi. Il les garantit sur ce critère-là, et donc on fait aussi un critère différenciant pour nous. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a fait beaucoup de choses depuis le début d'Olson, qu'on a développé en interne. Et finalement, avoir un label, c'est aussi une récompense. C'est de se dire, on a mis en place beaucoup de choses et le label, c'est finalement la récompense des efforts qu'on a pu faire ou des pratiques qu'on a eues. Et donc, ça permet de les mettre en avant. C'est valorisant. Alors, c'est vrai que c'est valorisant pour les dirigeants aussi, pour les collaborateurs et puis pour l'entreprise au sens large. Exactement. Merci Stéphane, tu as déjà anticipé ce que je vais dire sur la slide qui s'affiche juste ici, donc je vais compléter. Tu l'as dit, effectivement, c'est aussi un gage d'engagement de manière générale auprès des parties prenantes, que ce soit les clients, que ce soit les partenaires, mais que ce soit aussi les collaborateurs. On le sait aujourd'hui, pour attirer les jeunes talents, il est aussi important d'être capable de leur donner du sens, d'être capable d'avoir une activité qui a un impact positif sur son écosystème. Vous le savez aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui ne cherchent plus seulement un emploi, mais qui cherchent une entreprise qui partage leurs propres valeurs. Et donc, justement, faire appartenir à une entreprise qui est certifiée Bicorp, qui démontre son engagement, qui fait preuve de transparence sur ses impacts, peut participer à l'attractivité de l'entreprise et donc à attirer de nouveaux talents. C'est aussi intéressant du côté des investisseurs, qui est quand même une partie prenante importante de certaines entreprises. On voit que aujourd'hui, les entreprises qui sont engagés, qui prennent en considération les enjeux RSE dans leur business model ont une meilleure performance économique. D'ailleurs, France Stratégie estime qu'il y a près de 13% de gains de performance économique chez les entreprises qui sont dotées d'une stratégie RSE. Donc, effectivement, c'est assez intéressant, d'autant plus qu'on a vu que pendant la crise du Covid, les investissements engagés, les investissements à impact étaient les plus résilients. Donc voilà, au niveau des parties prenantes à prendre en compte et pourquoi ça a un impact positif au niveau des parties prenantes. Et ça a aussi un impact positif pour l'entreprise en tant que telle parce que ça permet d'évaluer son engagement, son impact, mais aussi de le faire progresser. On est sur une base d'évaluation de 80 points sur 200 et cette certification, en plus, est à renouveler tous les 3 ans. Donc, dans ce laps de temps entre la première certification et le renouvellement de la certification, on peut mettre en place une feuille de route qui va nous permettre de progresser.
Ensuite, on a accès, encore une fois, je le redis, à cette fameuse communauté Bicorp, qui est une communauté au sein de laquelle il y a énormément de partage de bonnes pratiques. À titre d'exemple, quand on est labellisé Bicorp, et parce que je crois que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais Ecodev, nous sommes labellisés Bicorp, j'ai oublié de le préciser en début de webinaire, mais ça paraît quand même important. Donc, on fait partie de cette fameuse communauté Bicorp, et donc, on rencontre une fois par mois les membres de la communauté Bicorp, où il y a un partage de bonnes pratiques au cours de ces points mensuels. Et puis, il y a d'autres projets en parallèle qui sont organisés avec certains membres de la communauté. Et puis, au-delà de ça, on peut créer aussi des nouveaux partenariats en rencontrant de nouvelles entreprises. D'ailleurs, il y a 46% des entreprises labellisées Bicorp qui estiment avoir créé de nouveaux partenariats avec d'autres entreprises labellisées Bicorp après avoir rejoint le mouvement. Donc, près de la moitié des entreprises labellisées. Et donc, ce sont des entreprises qui sont situées sur le territoire français, mais on peut aussi créer des partenariats, des synergies avec des entreprises plutôt au niveau international. Donc, c'est aussi très intéressant. Et donc, je vais revenir très rapidement parce que je pense qu'on a fait le tour avec Stéphane de ces fameux impacts liés au modèle d'affaires. Juste pour revenir dessus, pour préciser, il y a 30 points qui sont disponibles pour ces questions liées au modèle d'affaires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction de l'intensité du modèle d'affaires, de son ampleur, de l'activité de l'entreprise et des différents produits ou services qu'elle peut vendre à ses clients. Et donc, pour continuer, pourquoi se faire accompagner Bicorp? Et là, je vais demander à Stéphane, encore une fois, pourquoi vous avez décidé de vous faire accompagner, pourquoi vous avez pris cette décision, mais aussi qu'est-ce qu'Olson a pu tirer de l'accompagnement, notamment en l'occurrence d'Ecodev sur la labellisation Bicorp et aussi peut-être sur l'élaboration de votre stratégie RSE. Alors, on a fait le choix de se faire accompagner déjà de manière pragmatique pour une notion de temps. C'est qu'on a tout de suite considéré que ça allait être un accélérateur dans cette certification. Et aussi parce qu'en ouvrant le BIA, moi je l'avais fait une première fois, puis je l'ai fait une deuxième juste avant de lancer la démarche, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de choses où on allait, entre guillemets, gagner des points parce que, on va peut-être y revenir, mais il y a quand même une notion un peu, enfin moi je suis assez joueur quand même, quand on me met des points, j'ai envie d'en avoir, j'ai envie d'en gagner, donc l'outil est assez bien fait pour ça. Donc il y avait beaucoup de choses où on cochait la case, mais on n'était pas capable de le formaliser, ou bien on avait envie de le faire, on s'est dit mais je ne comprends pas bien ce qu'on nous demande ou comment on va formaliser ça, donc on avait déjà un besoin d'accompagnement pour la compréhension du cadre dans lequel on allait s'inscrire. Ensuite, nous, on n'est pas des spécialistes de la RSE et associé au label Bicorp, il n'y a pas que le thème de l'environnement qui est un sujet sur lequel nous, on va être sensible parce que l'automobile, on juge principalement là-dessus, mais il y a toute la construction de l'entreprise, les dispositifs sociétés, sociaux, la notion de partie prenante qui était un concept nouveau pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait sans l'avoir conceptualisé et Bicorp oblige à formaliser tous ces concepts et à en apporter des traces. Donc, on a choisi d'être accompagné par Ecodev pour ces raisons et on a fait différentes briques parce que on voulait aller vite. Donc, on a fait différents projets en parallèle pour aller plus vite. Puisque on a l'ambition, donc on l'a fait en 6 mois à peu près, l'accompagnement avec Ecodev. Sachant que c'est le point de départ, c'est plutôt le point de départ jusqu'au moment où on clique sur le BIA, les 6 mois, et puis ensuite il y a le fait de continuer de travailler pour réussir l'audit et avoir la certification à la fin. Et aussi, ce qu'on voulait aussi, c'était avoir un partenaire ambitieux. Et donc, il se trouve qu'on connaissait déjà Ecodev, qu'on a eu l'occasion de collaborer avant, donc on avait décidé de travailler ensemble il y a quelques années sur différents aspects de mission parce qu'on partageait un certain nombre de valeurs et notamment une forme de sincérité dans nos missions et d'engagement. C'est-à-dire quand on fait une recommandation, on y croit et en fait, on a envie qu'elle soit appliquée. C'est le cas d'Ecodev aussi, je pense. Et donc là, on a aussi compté sur la motivation d'Ecodev à nous pousser à faire mieux,
parfois à nous expliquer comment on pourrait faire et aussi à nous dire mais ça existe, pourquoi vous ne le faites pas? Donc on a aussi ouvert des nouveaux chantiers au fur et à mesure qu'on avançait. Je pense notamment sur la partie fournisseur qui est un axe en interne sur lequel on peut agir. On sélectionne mieux nos fournisseurs désormais sur certains critères. On réfléchit à la compensation carbone pour notre activité. Et ça, on ne l'aurait pas forcément fait si on ne nous avait pas poussé à y réfléchir. Voilà. Et puis, le fait de... L'accélérateur, c'est quand même l'élément clé. Je pense que quand on prend un accompagnant externe, c'est surtout pour aussi être structuré, poussé dans la démarche. Ça ne veut pas dire qu'il va faire le travail pour vous, même si Ecodev apporte un vrai support opérationnel, mais ça va nous obliger à nous mettre dans une démarche projet et puis à se dire il y a une deadline. Cette deadline, il faut qu'on la respecte et donc la labellisation, on l'aura à telle date, donc de faire tout ce qu'il faut pour être à l'heure au rendez-vous. Voilà. Très bien, merci Stéphane. Et puis oui, effectivement, comme tu le dis, ça permet aussi d'avoir un regard extérieur sur ce que vous faites et vous pousser à aller encore plus loin en fonction de ce qu'on identifie, en fonction de ce qu'on recommande. Et ce qui était intéressant justement avec Olson, c'est qu'en fait, on a fait la démarche de stratégie RSE et la labellisation B Corp en parallèle. Donc, on a construit ensemble cette stratégie RSE où on a défini des engagements à partir d'enjeux qui semblaient matériels pour l'entreprise. Et ensuite, en fonction de ces engagements, on a essayé de se fixer, enfin, on s'est fixé des objectifs ambitieux, déjà des objectifs pour cette labellisation et ensuite des objectifs plus à moyen long terme qui s'inscrivent dans cette feuille de route RSE, mais qui s'inscrivent aussi déjà potentiellement dans une relabellisation dans quelques années. Et donc, effectivement, ce qu'il est intéressant quand on se fait accompagner aussi, c'est un petit peu de défraîchir de regarder le questionnaire et d'essayer de le comprendre parce qu'il peut paraître assez compliqué de prime abord, d'autant plus qu'il peut y avoir plus de 100 questions, voire jusqu'à 200 questions. Le questionnaire est traduit de l'anglais au français, donc parfois aussi il y a un vocabulaire, un langage qu'on comprend pas forcément. Il y a des questions en lien avec la réglementation américaine aussi qui peuvent paraître un petit peu déconcertantes pour une entreprise française. Donc on est vraiment là pour clarifier tout ça et pousser les entreprises à aller plus loin, à formaliser, à mettre en place bien évidemment des actions pour obtenir plus de points, mais pour s'engager encore plus surtout. Et ce qui est intéressant, hein, j'y reviens bien évidemment, c'est de se faire accompagner par un cabinet de conseil qui est spécialisé sur les sujets RSE et notamment d'élaborer sa stratégie RSE et de passer la certification B Corp en même temps, j'ai envie de dire, parce que sans stratégie RSE définie, il sera quand même compliqué d'aller chercher les 80 points que requiert cette certification. Et donc, justement, je vais aller plus dans le détail de l'accompagnement et de ce que l'on préconise de faire. Et comment, justement, on peut coupler les deux projets ensemble. Donc, déjà ici, vous voyez les différentes étapes de la labellisation B Corp. Donc, ça, c'est vraiment les étapes de l'approche standard parce que vous avez plusieurs types d'approches dans la labellisation. Vous avez l'approche standard, vous avez l'approche large et l'approche pending. Et donc là, ça va aussi répondre, je crois, à une question du chat. Donc, l'approche standard est destinée aux TPE et PME. L'approche large est destinée aux grandes entreprises et aux MNC. Donc là, ça va être un processus de certification qui va être un petit peu plus conséquent, qui va être un petit peu plus long de par la taille de l'entreprise. Et vous avez l'approche pending. L'approche pending est à destination en fait des nouvelles entreprises, des entreprises qui sont en train de se créer. Et donc, dès la création des statuts juridiques de l'entreprise, vous pouvez vous engager dans la démarche B Corp à travers cette approche pending. Donc, en fait, c'est-à-dire que lors de la création de l'entreprise, vous ouvrez déjà un BIA que vous remplissez, vous vous faites accompagner par B Corp sur
le remplissage de ce BIA. Et une fois les statuts juridiques de l'entreprise créés et une fois que l'entreprise a déjà quelques mois d'activité derrière elle, on peut compléter ce questionnaire et le valider. Donc, voilà ces différents types d'approches, sachant que ici, les différentes étapes sont pour l'approche standard et les chiffres que je vais vous donner également. Donc, dans un premier temps, l'entreprise doit évaluer son impact à travers le BIA. Ensuite, avant de passer l'audit, l'entreprise va modifier ses statuts d'entreprise en y incluant donc la raison d'être B Corp et, si elle le souhaite, une raison d'être personnalisée. Et ensuite vient l'audit. Et donc là, l'audit, vous allez le passer si vous avez un score supérieur à 80 et si le questionnaire de divulgation a été validé. Et donc là, il s'agit d'un audit. Enfin, vous allez en fait échanger déjà par mail avec l'auditeur et il y aura aussi un audit téléphonique qui se fait soit en français, soit en anglais, selon les langues que vous avez remplies au début du questionnaire. Donc, vous pouvez choisir d'avoir un audit soit que en français, soit en anglais, et selon l'auditeur qui vous sera attribué, la langue pourra être différente. Ensuite, une fois l'audit passé, il faut régler les frais de certification qui s'adaptent en fait au chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, qui peuvent varier entre 1 000 € et 50 000 € aussi selon la taille et selon l'approche soit standard, soit pending, soit large de l'entreprise. Et ensuite, on intègre cette fameuse communauté. Alors, ce qui vous intéresse, je pense aussi, c'est le temps qu'il nous faut pour passer cette certification. Et donc, actuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises qui ouvrent un BIA, qui valident ce BIA et qui sont en liste d'attente pour passer l'audit. Donc, actuellement, ce processus pour les petites moyennes entreprises va durer environ, je dirais, 9 mois entre la date de soumission du BIA et la date de certification de l'entreprise. En fait, vous avez déjà entre l'évaluation de l'impact et le passage de l'audit environ 6 à 9 mois d'attente. Et ensuite, vous avez une dernière vérification après avoir passé l'audit qui est d'environ 1 à 3 mois. Donc, on est vraiment sur des délais entre 9-12 mois pour les petites moyennes entreprises. Et par contre, quand on est une entreprise plus grande, si on est sur une approche large, par exemple, on peut avoir des délais d'attente entre le remplissage du BIA et le passage de la certification, enfin la validation de la certification, qui vont jusqu'à 18 mois. Donc, entre 9 et 18 mois, selon l'entreprise, selon sa taille et également selon la langue que vous avez choisie pour l'audit aussi, parce qu'il y a beaucoup plus d'auditeurs qui parlent anglais que français. Donc, si vous cochez la langue anglaise, vous avez peut-être plus de chances aussi d'avoir un audit plus rapide. Je vais passer directement à cette slide pour faire le parallèle en fait avec notre accompagnement. Donc Stéphane l'a bien résumé, les avantages d'un accompagnement par un cabinet externe, c'est déjà de mettre en place des actions concrètes, de compléter la feuille de route RSE de l'entreprise à court terme pour les actions dites quick wins que l'on veut mettre en place pour justement valider cette certification B Corp, c'est-à-dire qu'on va se poser la question de « OK, pour avoir plus de points sur mon BIA, qu'est-ce que je peux rapidement mettre en place au sein de mon entreprise ?» Donc, c'est ce que nous, on a décidé d'appeler les quick wins. Et on va compléter la feuille de route à moyen et à long terme, c'est-à-dire que nous, avec Olson, on a construit une feuille de route jusqu'à 2025. Et bien évidemment, cette démarche nous permet à l'entreprise de se projeter, de se fixer des objectifs pour assurer le maintien de la certification. Et donc, comment nous, on a procédé? Dans un premier temps, avec Olson, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un diagnostic interne. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on fait dans toute démarche d'accompagnement à l'élaboration d'une stratégie RSE. On a réalisé un benchmark sectoriel, on a identifié les enjeux qui semblaient inhérents à l'activité de l'entreprise, à votre secteur d'activité. Et on a aussi interrogé les parties prenantes internes. Donc, on a interrogé Stéphane notamment pour savoir ce qui était déjà mis en place du côté d'Olson, quelles étaient déjà vos pratiques en termes de RSE.
Et donc, ça nous a permis de faire un premier état des lieux de votre niveau de maturité sur les sujets RSE. Et donc là, à ce moment-là, ce qu'il est intéressant de faire en parallèle de ce diagnostic interne, c'est de remplir une première fois le BIA en l'état actuel des choses avec votre niveau de maturité actuel. Donc, ça nous permet d'avoir un niveau initial sur le BIA. Ensuite, dans le cadre de la stratégie RSE, on a fait un diagnostic externe au cours duquel on a interrogé vos parties prenantes externes, vos partenaires, vos clients, pour aussi savoir quelle importance ils accordaient aux enjeux RSE. Et donc, tout ça nous a permis en fait de construire la fameuse matrice de matérialité qui est vraiment la base de toute démarche RSE. Et donc, cette matrice de matérialité nous a permis d'identifier les enjeux qui semblaient matériels pour Olson, selon les parties prenantes internes et selon les parties prenantes externes. Et donc, à partir de ça, on a formulé la politique RSE Olson et on a formalisé une feuille de route et un plan d'action, sachant qu'à ce moment-là, ce qu'on a pu faire en parallèle, c'est qu'on avait donc cet état des lieux initial du BIA et nous, on a pu identifier ensemble à travers Ecodev a regardé le BIA Olson, a pu déjà identifier des recommandations et puis en discutant avec Olson, notamment Stéphane et Philippe, on a pu déjà comprendre ce qu'il était possible de mettre en place assez rapidement au sein de cette feuille de route RSE pour essayer justement d'avoir plus de points sur Bicorp et donc de s'engager à travers des quick wins. Et également de s'engager à plus moyen-long terme sur des actions qui semblaient beaucoup plus compliquées, beaucoup plus structurantes à mettre en œuvre. Donc, on s'est demandé aussi ce qu'on pouvait se fixer comme objectif d'ici à 2023, 2024, 2025. Et donc, à partir de toutes ces réflexions, à partir de l'élaboration de cette feuille de route, on valide déjà ce que l'entreprise va mettre en place comme quick wins. Et il y a tout ce travail aussi de formalisation de documents à mettre en place. Et ça, Stéphane, je pense que tu peux nous en dire un mot, mais je pense que quand on remplit le BIA, on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà mises en place dans l'entreprise et qu'il est nécessaire de les formaliser. Oui, c'est que la principale difficulté, donc nous, on est une petite structure et on a recruté beaucoup sur la dernière année, mais on est encore 5 il y a 1 an et on est 15 maintenant. Et donc, on a fait des choix par exemple, je vais parler plutôt de notre expérience, mais on a fait des choix d'implantation à Yvetot en Normandie. On a fait un partenariat avec Pôle emploi pour recruter des collaborateurs et les former à notre métier. Donc, on a quasiment que des recrutements en chômeurs longue durée et qu'on décide de former à notre métier. Et tout ça, finalement, c'était des engagements qu'on avait pris à titre personnel avec mon associé. Mais là, on s'est dit, il faut qu'on les formalise, puisque pour obtenir ce type de labellisation, il faut les formaliser. Donc, on se rend compte, quand on coche des cases, on dit, oui, mais ça, on le fait. Et comment on le montre? Donc, c'est un peu ça le BIA. On voit des questions, on voit des critères. On se dit, ce critère, je le coche, mais je n'ai pas pensé à le prouver. Je n'ai pas pensé à le montrer. Et je n'ai pas non plus parfois pensé à le dire à mes collaborateurs. Et donc, ça, c'est aussi une démarche intéressante. C'est que le label permet aussi de travailler sur son organisation interne en mettant en place des nouveaux process, en formalisant des documents qui vont permettre à tout le monde, un nouvel arrivant comme une personne déjà présente dans l'entreprise, d'avoir accès au même niveau d'information et d'avoir accès aux mêmes avantages dans l'entreprise. Je vois le temps qui court, donc je me restreins dans le... Effectivement, il nous reste une dizaine de minutes et on va essayer de prendre les questions. Merci Stéphane. Et donc, pour finir cet accompagnement, après avoir formalisé les pièces justificatives qui sont à télécharger sur la plateforme Bicorp et qui seront donc auditées, après avoir relu une dernière fois ce BIA, on a pu valider le questionnaire. Et donc, je vois juste des questions. Je vais me permettre d'y répondre maintenant. Est-ce qu'on peut déposer la demande d'audit même si on n'a pas formalisé grand-chose et on a le temps de dérouler la stratégie d'ici l'audit dans 1 an? Effectivement, après validation, vous avez encore la possibilité de modifier encore les réponses aux questions du BIA. Donc, effectivement, c'est pour ça aussi qu'on parle de quick wins parce que vous pouvez valider le questionnaire et anticiper déjà les actions que vous allez mettre en place sur les quelques mois à venir. À savoir qu'il faudra quand même des pièces justificatives et la preuve que vous avez bien mis cette action en place. C'est le choix qu'on a fait, nous, par exemple, de valider avant d'avoir tout fait.
sauf les chantiers très structurants, on les avait déjà lancés, mais certaines choses, on a continué de les formaliser, même après validation. C'est ça, exactement. Et donc, vu que le temps d'audit peut être assez long, effectivement, ça vous laisse quand même le temps de mettre en place quelques actions, même si le questionnaire a été validé. Et juste peut-être pour terminer cette présentation, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les difficultés qu'on a pu rencontrer, mais aussi quelles sont pour Olson les prochaines étapes en lien avec la RSE et la certification B Corp? Alors, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu beaucoup de difficultés. Je pense aussi que c'est lié au fait qu'on était finalement plus mature dans nos pratiques qu'on ne le pensait. Et donc, la bonne surprise, c'est qu'on a plutôt dû formaliser des choses qu'on faisait déjà. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il ne faut pas imaginer que cocher une case, ça suffit. Il faut l'avoir déjà inclus dans son organisation, une pratique, avoir déjà imaginé les dispositifs qu'on va déclarer, mettre en place. Donc ça, c'est pour ça qu'on n'a pas eu trop de difficultés. Donc je pense qu'il ne faut pas être trop optimiste. Si on fait une première passe sur le BIA et qu'on voit qu'on ne coche pas grand-chose, il faut d'abord se laisser du temps de préparation. Et ensuite, nous, on a aussi l'habitude de travailler en mode projet, donc à demander de mobiliser l'entreprise et de se dire sur chaque chantier qui formalise quoi, qui veut s'en charger. Donc, on a rythmé le projet comme ça. Donc, ça demande quand même du temps de formaliser la démarche. Donc, ça, c'est une difficulté, surtout pour une entreprise qui en manque un peu ou qui a la chance d'avoir pas mal de clients et de nouveaux clients. Et nous, on en est là. La prochaine étape maintenant, c'est qu'on attend l'audit finalement, puisqu'on a déposé le BIA. On a quasiment fini de formaliser tous les documents. Et donc, on va attendre l'audit et en espérant qu'il soit validé. Exactement. Et donc là, encore une fois, ce qu'on a prévu de faire avec Stéphane, c'est de justement préparer ensemble cet audit pour qu'il soit réussi le mieux possible. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Ok, pardon, parce que j'ai un message. On ne te voit plus, mais on t'entend. Oui, j'ai eu un petit bug, je suis désolée. Si vous m'entendez, c'est le principal. Oui. Alors, je pense qu'on peut peut-être, dans les 5 minutes restantes, répondre aux questions, si ça vous va. Yes, parfait. Merci Stéphane, merci Charlotte. Du coup, Charlotte, tu veux que je vous donne les questions? Eh bien, allons-y. Alors, j'en ai déjà identifié quelques-unes. Je voulais juste clarifier du coup entre la raison d'être et la société à mission. Donc, B Corp demande d'inclure une raison d'être B Corp qui a déjà été définie par B Corp au préalable et que vous devez inclure dans vos statuts d'entreprise. Et vous avez la possibilité, en plus de ce statut B Corp, d'inclure une raison d'être personnalisée. Et ça, bien évidemment, c'est en lien avec la loi Pacte, mais ce n'est pas une obligation. Et ensuite, l'étape supérieure, c'est le statut d'entreprise à mission. Donc, ça n'a rien à voir, j'ai envie de dire, avec B Corp, si ce n'est que ces deux démarches qui peuvent être assez complémentaires, mais il n'y a pas d'exigence de B Corp sur le statut d'entreprise à mission. Ça, c'est une autre démarche que peut faire l'entreprise. Ok, merci. Donc, effectivement, ça répond à quelques questions déjà posées dans le chat. Tu en as vu d'autres ou du coup, je peux dérouler celles que… Tu peux dérouler. J'y vais. Ça marche. Donc, je ne poserai pas celles pour lesquelles vous avez déjà répondu. Bon, peut-être que je peux me tromper, vous y avez déjà répondu. Je vais quand même poser la question, mais ce n'est pas grave. Il y a une question sur est-ce qu'on peut labelliser une filiale ou une branche seulement au sein d'une entreprise, voire juste une marque? Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué, donc ça va dépendre effectivement des statuts juridiques de l'entreprise. Par contre, s'il y a en fait ça sera peut-être à valider, mais s'il y a une filiale d'un groupe qui veut être labellisé B Corp, c'est possible. Par contre, les pratiques du groupe vont aussi être analysées et le groupe va devoir inclure dans ses statuts d'entreprise cette fameuse raison d'être B Corp, qui ne sera pas une raison d'être de marque ou de filiale, mais une raison d'être à l'échelle du groupe. Mais une filiale peut être labellisée B Corp, à condition, bien évidemment, que le groupe, de manière générale aussi, ait des pratiques qui vont dans le sens des pratiques demandées par B Corp.
Mais Ok, c'est merci. possible parce que typiquement, si on prend l'exemple de Danone, ils ont commencé, je crois, par certifier une de leurs filiales qui est Blédina. Et là, par contre, ils sont en cours de certification des autres filiales du groupe. Ok, très bien. Autre question, j'espère que vous n'y avez pas déjà répondu, mais je crois qu'on a parlé du coup de la note maximale, la note moyenne, etc. Il y a une question sur la différence entre l'autodiagnostic et l'assessment par les auditeurs Bicorp en termes de points. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce que ça a été le cas pour Olson? Alors, il peut y avoir une différence. Ça a été le cas, je vais prendre l'exemple d'Ecodev. On peut perdre jusqu'à 8-10 points. Alors, je pourrais plus vous dire exactement combien de points on a perdu, mais on avait quand même bien anticipé en se disant qu'on voulait atteindre un score qui était proche des 110 pour assurer le coup au cas où on perdait des points, mais on estime en moyenne qu'on peut perdre environ 10 points. Et c'est très, très souvent le cas. Parce qu'on a tendance aussi, quand on remplit le BIA, à se dire qu'on tente d'atteindre le maximum de points. Et donc, forcément, on en perd un petit peu lors de l'audit. Donc, a priori, c'est ce qui est indiqué sur leur site. Effectivement, il y a en moyenne 8 points qui sont perdus entre les deux. Et je ne sais pas si, Olson, si toi, Stéphane, vous avez un retour d'expérience et sur cette différence ou sur le point qui vous est donné actuellement. Alors, actuellement, nous, oui, on a un peu plus de 110 points, je crois que c'est 111 points. Je pense qu'on va en enlever, nous, quelques-uns volontairement, parce que des choses qu'on n'aura pas eu le temps de finir de formaliser ou qu'on a décidé de décaler dans le temps. Donc, je pense qu'on sera au-dessus de 100 avant l'audit. Ok, très bien. Je pense que c'est important d'avoir minimum 90 quand on valide le BIA. Pour assurer. Très bien. Merci. Et toujours une question pour Stéphane. Combien de points supplémentaires vous ont apporté les quick wins mis en œuvre? Les quick wins, alors j'ai pas un chiffre précis, mais je dirais que c'est une quinzaine de points, mais j'ai pas fait le compte, le séparé, mais je sais qu'on est passé par une phase où on était haut puis assez bas quand on l'a refait une deuxième fois et on est remonté avec les quick wins. Donc, je dirais une quinzaine de points, mais je suis pas certain de ce que je dis. Fourchette, ok. J'aurais dit ça aussi pour le coup, entre 10 et 15 points, ouais, je pense. Très bien. Autre question, est-ce que les délais de labellisation sont les mêmes pour la reconduction au bout des 3 ans? Ou est-ce que c'est plus rapide? Non, c'est plus rapide. Pour le coup, nous, on est justement en train de repasser la certification et on a validé le BIA et on a eu un retour d'un auditeur environ 1 mois et demi, 2 mois après. Donc non, c'est beaucoup moins long quand on repasse la certification. Ok, très bien. Et je regarde si j'ai rien oublié. Il y a une question sur la différence entre le label Bicorp et le label Lucie. Alors, c'est 2 labels pour le coup différents. C'est un petit peu difficile de répondre à cette question, sachant que vraiment ce qui démarque la certification Bicorp, c'est vraiment la partie, et je pense on a bien insisté dessus, c'est la partie modèle d'affaires à impact qui n'est pas forcément quelque chose de mesuré de manière aussi précise par les autres labels RSE qui existent aujourd'hui, qui vont beaucoup, eux, se baser justement sur la performance de l'entreprise, sur les différentes thématiques RSE, mais qui ne vont pas venir mesurer l'impact de l'entreprise sur son écosystème. Alors que là, avec Bicorp, on va vraiment venir regarder l'impact du produit, du service vendu et si l'entreprise, justement, a mis en œuvre un outil de mesure de cet impact, parce que l'outil de mesure est très important. Il y a beaucoup de questions, justement, en lien avec la mesure de l'impact. Je dirais que c'est ce qui différencie. Et je dirais aussi que le label Bicorp est quand même reconnu à l'échelle internationale. Donc, ça peut aussi être un autre avantage de ce label. J'en profite, j'ai mis dans le chat un petit guide qu'on a fait des différents labels RSE, comment choisir. Et donc, vous trouverez un peu d'informations pour bien différencier les objectifs, etc. de chaque label. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on a répondu à toutes les questions où elles ont été traitées pendant le webinaire.
Oui, et je me permets juste d'ajouter un point parce que j'ai vu une question passer. Le B Corp est une certification et c'est vrai que j'ai dû utiliser le mot labellisation au cours de ce webinaire, mais c'est une certification. Donc, il faut utiliser le mot certification quand on parle de B Corp. Donc, autant pour moi si j'ai dit le mot labellisation. Il y a une dernière question sur le coût de l'accompagnement pour se faire accompagner comme avec Ecodev pour être labellisé, enfin certifié. Alors là, ça va dépendre de beaucoup de choses, de l'ampleur. En fait, ce qui serait intéressant de faire, c'est déjà au début d'avoir une idée du score de l'entreprise sur le BIA. Comme ça, on voit un petit peu l'ampleur du projet. Déjà, s'il y a 80 questions ou s'il y en a 180, de voir le niveau de maturité de l'entreprise. En fonction de ça, on définit un prix d'accompagnement. Après, est-ce qu'on décide de simplement, entre guillemets, répondre à la certification B Corp ou alors d'élaborer une stratégie RSE en parallèle, ce qu'on préconise grandement quand on fait ce genre de projet. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Ça peut aller de 10 000 à 40 000 euros. Ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise et des projets qu'elle veut mener. Ça s'adapte. Ok, très bien. Est-ce que vous avez vu d'autres questions que je n'aurais pas traitées? Je ne crois pas. Je pense que le temps est écoulé en plus. Ça fait 1 heure. Donc du coup, merci beaucoup Stéphane. Merci Charlotte. Si vous avez un dernier mot, n'hésitez pas. Sinon, moi, je remercie tout le monde d'avoir été présent ce matin. Le replay va être disponible dans les minutes à venir. Vous allez recevoir un mail et on se retrouve pour des prochains webinaires. Et on est à votre disposition si vous avez des questions, des demandes. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.